Bonjour à tous, donc on se retrouve, enfin je serais tenté de dire, parce qu'après un petit épisode Covid dans la famille, un Covid d'origine scolaire, hein, comme pour beaucoup, donc voilà, j'ai eu un petit coup de fatigue, donc j'ai pas pu faire de vidéo, donc là je reviens un peu plus en forme. La dernière vidéo que j'ai faite, alors je voulais commencer par m'excuser, parce que visiblement certains m'ont dit que j'étais parti un peu loin dans, dans mes idées. C'est vrai que j'ai fait une analyse, enfin j'ai développé une théorie que j'ai sur le fait que l'histoire entre la France et le Saint-Empire romain germanique influe énormément sur le rejet du fédéralisme par les Français, contrairement à d'autres pays européens justement qui ont fait partie de cette entité étatique du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe. Voilà, bon écoutez, j'avais envie de me faire plaisir, alors de temps en temps, ouais, je vous ferai des vidéos qui sont un peu tordues, j'admets, qui sont sur des sujets qui, bon, me paraissent peut-être un peu lointains, mais qui, moi, m'amusent beaucoup. Voilà, donc là, on va revenir sur Terre et dans le présent, je serais tenté de dire, avec la présidentielle, parce que bon, enfin, on commence un peu à rentrer dedans, hein, les Français s'y intéressent un peu plus, on sent que ça commence à frémir. C'est tard, hein, parce que on a l'habitude de dire que fin janvier, mi-février, les choses se cristallisent et on commence un peu à sentir comment les choses vont se passer et comment les Français commencent à être vraiment sûrs dans leur choix. Là, c'est pas tellement le cas. Les Français commencent juste à lever la tête, à se dire que les présidentielles, c'est pour bientôt. Donc, on va être sur un décalage très important au niveau cette fameuse cristallisation. Donc, c'est intéressant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses. Donc, la première, c'est deux sondages que moi je trouve géniaux dans leur approche et que je voulais partager avec vous. Donc, sur ces deux sondages, vous pourrez suivre durant la campagne. Et la deuxième chose, c'est un petit focus sur la certitude des votes qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la présidentielle elle est plus ouverte qu'elle ne l'a jamais été et que rien n'est fait. Voilà, on va commencer. Alors, donc le premier sondage qui est un peu particulier parce qu'il est fait tous les jours, hein, il sort à 17h, c'est le fameux rolling de l'IFOP. Alors ce sondage, il est très connu à droite parce que c'est à cause de lui, je serais tenté de dire, qu'il y a toujours cette hypothèse qui court à droite que Sarkozy en 2012 aurait pu gagner parce que avec ce rolling, on voyait qu'il grappillait de jour en jour, il grappillait au second tour sur Hollande et avec quelques jours de plus, une semaine, sur ce rythme-là, il passait devant. Donc voilà, c'est toujours c'est le sondage qui fait qu'on peut, certains, j'en fais partie, disent que Sarkozy, avec un peu plus de temps de campagne, aurait pu passer devant Hollande. Donc il est très connu et surtout très intéressant pour bien sentir les mouvements d'opinion. Alors il est fait sur 1500 personnes, hein, c'est pas un des plus grands sondages en masse. Par contre, un tiers de l'échantillon est changé chaque jour, ce qui fait que c'est assez lissé et surtout ça vous permet vraiment de voir les événements. Par exemple, le décrochage de Zemmour suite à l'affaire sur les enfants, l'inclusion des enfants dans le monde enfin des enfants handicapés dans le monde scolaire. On le voit bien dans le rolling. Voilà, moi je vous recommande de le suivre, hein, donc tous les jours à 17h. Aujourd'hui, il donne plus ou moins Valérie Pécresse et Marine Le Pen au coude à coude, hein, dans la marge d'erreur. Zemmour est un peu décroché et Macron continue à voler au-dessus du premier tour. Donc ce sera intéressant parce qu'un événement, vous voyez directement dans 2-3 jours l'influence d'un événement sur l'électorat et pas la peine d'attendre une semaine ou voire 15 jours pour avoir un nouveau sondage. Alors, le deuxième qui est très intéressant, qui sort toutes les semaines, c'est Marianne qui le commande, c'est un sondage qui s'appelle Cluster 17. Il est fait donc, c'est pas il est fait sur un échantillon de 2500 personnes, mais c'est pas le sondage classique. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont segmenté en 17 groupes politiques, hein, de pensée politique la France, ce qui leur permet en gros d'avoir un découpage en fonction des idées des gens de l'évolution du vote. Alors ça, c'est passionnant pour un état-major politique parce que grâce à ça, vous arrivez à voir telle action politique a tel impact sur tel groupe qui vous intéresse. Par exemple, les multiculturalismes, Macron, alors peut-être moins Macron, mais Pécresse, Zemmour, Le Pen, franchement, voilà, c'est pas du tout leur cœur d'électorat. Mais il y aura des combats sur vraiment des clusters un peu tangents. Par exemple, le cluster de libéraux, qui est très important pour Valérie Pécresse et les Républicains, qui est très disputé avec Macron. Et d'ailleurs, je pense que c'est sur ce cluster-là que se fera l'élection, l'accès au second tour de Valérie Pécresse. Donc, si elle arrive à tenir devant sur ce cluster-là,
à ne pas être vidangé par une entrée de Macron en campagne sur le centre droit, et bah, ça lui garantirait pour moi un possible accès au second tour. Donc on espère d'ailleurs. Donc voilà, voilà, pour moi c'est peut-être le plus passionnant à suivre. Et donc vous voyez, hein, il vous donne des résultats aussi donc par tout l'ensemble des clusters. Vous avez un petit tableau qui sort une fois par semaine. Donc ça c'est celui de la semaine dernière. Et puis ça vous permet en fonction de l'actualité, de suivre, tiens, telle personne a sorti telle décision, est-ce que ça a influé oui ou non sur ses clusters, on va dire, sources de voix et sur son électorat. Et puis comme ça, vous permettez de suivre la chose. Alors moi, voilà, je trouve ça génial. Alors c'est un peu pointu, mais intéressant à suivre. Sur le site, vous pouvez faire aussi le test pour savoir quel est votre cluster. Il peut y avoir des surprises. Et bon, moi je suis dans le cluster des libéraux, voilà, je vous le dis, je m'y voyais pas forcément, mais bon, finalement je suis bien dedans. Et j'ai fait 3 fois le test et je suis tombé 3 fois dedans. Donc voilà, donc essayez, vous verrez, puis dans quelle position vous vous retrouvez. Et puis on en reparlera beaucoup de celui-là parce que je pense que quand il y aura vraiment des actions politiques très, très ciblées, je m'appuierai sur ce sondage-là pour en parler parce que moi je l'aime beaucoup. Voilà. Comme je vous disais, moi, ce qui me choque pour cette période de l'année et cette proximité des élections, dans le cadre de cette élection de 2022, c'est le manque de solidité de l'électorat. Voilà, c'est-à-dire que les gens sont encore dans l'hésitation. On est loin, vous me direz, de l'élection, on est à 3 mois, mais normalement, ça commence déjà en fin janvier, février, ça commence déjà à se cristalliser, les gens commencent à être vraiment décidés. Mais là, avec l'entrée en retard dans la campagne, fait que les gens, ils sont pas trop dedans. Et donc, il y a un sondage qui, pour moi, le décrit très bien. C'est donc celui de l'Ipsos qui est fait pour Le Monde avec le Cevipof. Donc, c'est un énorme sondage. Celui-là, il est fait sur 15 000 personnes. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, plus il y a de monde, plus c'est sûr, je serais tenté de dire. Et on voit bien, donc là, par exemple, la sûreté de choix au premier vote. Donc, dans le cadre d'une candidature de Taubira, on ne sait toujours pas s'il y aura une candidature unique de Taubira ou il y aura Hidalgo plus Taubira, on verra bien. Et puis, bon, Montebourg, maintenant, on sait qu'il se retire. Vous voyez que la sûreté du choix, elle est faible à gauche. Hein, vous voyez, Jadot, Hidalgo, on voit bien que ça chancelle. Bon, il est plus fort chez Mélenchon, c'est une conviction. Mais il peut y avoir des changements d'opinion très très violents chez les écologistes et chez le PS, peut-être vers un vote utile. Donc ça, voilà, c'est assez remarquable, mais qui est lié à la situation politique, on le voit bien. Macron, donc lui, il est sur une certitude à 68, ce qui est assez solide. Marine Le Pen, 72, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a une conviction du vote Le Pen qui est quand même très important. Hein. Moi, ce qui me soucie un peu plus, je vous avouerai, c'est les 47% de Valérie Pécresse, donc des Républicains. Alors, ça me soucie dans le sens où ça veut dire que les gens regardent encore, que ça peut changer et que ça peut être inquiétant selon comment va réagir cet électorat face à une entrée de Macron dans une politique de centre droit, hein, une entrée en campagne de Macron sur cette ligne-là. Après, en voyant Valérie Pécresse sur les différents plateaux qu'elle a fait, donc que ce soit avec Bourdin ou JT de TF1, tout ça, elle est quand même une clé de voûte assez solide pour maintenir justement ce grand écart on voit poindre au sein des Républicains, entre une aile droite et une aile plus centriste. Je pense qu'elle peut être celle qui va arriver, hein, ça paraît crédible, hein, sa crédibilité en tant que présidente, elle n'est pas du tout attaquée là-dessus. Hein. Euh, mais elle laisse plutôt planer un doute sur l'idéologie. Hein, c'est ce qu'on voit un peu justement dans cette certitude de vote, c'est-à-dire que les gens attendent d'être sûrs, attendent de voir vraiment comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle dit. Donc elle est énormément observée, mais ça reste quelqu'un qui a un parcours assez long, qui a une expérience solide, et donc cette solidité est aussi garant de la solidité de l'électorat et du vote. Mais bon, c'est quand même à noter, il faudra bien regarder l'évolution de cette attention de vote au premier tour, parce que c'est quand même assez ça m'interroge, voilà. Ensuite, vous avez un autre sujet qui, moi, me, me dit que tout est ouvert. Voilà, c'est vraiment qu'on arrive sur quelque chose vraiment. Voilà, cette hésitation fait que les jeux sont ouverts. Donc, c'est ce tableau-là, donc sur les points hauts et les points bas. Et vous voyez que sur le pack droite, extrême droite, donc Valérie Pécresse, Le Pen, Zemmour, en fait, tout se chevauche. Et c'est-à-dire que
on pourrait dire que les trois pourraient être au deuxième tour. Donc c'est un peu la roulette russe encore. Donc c'est-à-dire que rien n'est joué, que les choses peuvent encore changer, d'un côté en bien ou en mal, hein. On peut avoir une forte progression de Valérie Pécresse qui termine à 19%, et qui passe collé à Macron au second tour. Là, il aurait des gros soucis à se faire pour le deuxième. Ou on peut avoir des écroulements qui font que, bah, par exemple, Marine Le Pen peut tomber à 13 et ne pas aller au second tour. Parce qu'il faut être conscient que le fameux, alors que j'espérais définitivement éteint, mais le scénario d'un duo, enfin d'une confrontation Le Pen-Macron, ben, elle revient un peu. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant à regarder. Et puis il y a encore un autre tableau qui est très intéressant à regarder, c'est la perméabilité entre les votes. Par exemple, bah, si vous aviez un deuxième choix à faire, qui prendriez-vous? Et bah, là je vous mets le tableau, voilà, vous ferez vos constats vous-même. Vous voyez bien qu'il y a des liens très étroits entre une bonne partie de l'électorat LR et Macron, et qui se disperse un peu après sur d'autres, Zemmour et Le Pen, et vous voyez l'abstention visiblement, et que en gros la perméabilité entre Zemmour et Le Pen elle est là, donc vous avez vraiment deux blocs qui sont séparés, mais bon encore une fois les LR on est quand même sur la ligne de faille, ça se voit bien, et donc on aura besoin de cette fameuse clé de voûte Pécresse pour nous assurer bah, de tenir le choc pour cette campagne là, voilà. Donc ces fameux transferts de voix à bien regarder, et puis à bien regarder bah, les événements de campagne, voir comment ça évolue. Allez, je vous dis à très bientôt.